Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Trading University Center. Nous sommes le mardi 23 novembre 2021. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Alors, toutes mes excuses pour hier concernant mon absence. Malheureusement, on n'a pas pu faire le webinaire. On va démarrer sur l'avertissement légal au risque. Je vous laisse bien sûr prendre connaissance de cet avertissement et on va pouvoir démarrer. C'est parti. Alors, au vu de mon absence d'hier, on va démarrer donc cette séance par un rétro, notamment de la semaine dernière. Ça a été prévu hier, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Donc, un thème qui est extrêmement important pour le marché depuis déjà plusieurs mois maintenant, à savoir la hausse des prix du pétrole, notamment la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière, c'était un petit peu l'inverse qui s'est passé. On a eu effectivement un pétrole qui s'est détendu aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Alors, pourquoi c'est important? Parce que d'un coup, ça concerne bien sûr toujours ces questions d'inflation, de perspective d'inflation et de déflation réelle en fait, mais de perspective aussi de perception, je dirais, de l'inflation par le marché, encore une fois par rapport bien sûr à l'évolution, les différentes politiques monétaires et à l'évolution de l'impact aussi de tout ce qui est problème et difficultés d'approvisionnement au niveau mondial face à une forte demande, je dirais, et qui fait donc grimper les prix. Alors, la détente des prix, je dirais, du pétrole. Alors, excusez-moi, il y a un petit peu de travaux à côté du webinaire. La détente du prix des pétroles est une information plutôt positive à noter sur le front de l'inflation qui pourrait, je dirais, commencer à ancrer dans l'idée des observateurs que on arrive peut-être au niveau de ce pic inflation dans le pétrole qui n'a pas marqué donc le nouveau sommet depuis quelques temps maintenant. On voit également des items comme le prix du transport mondial notamment, de transport maritime, qui sont repartis à la baisse de manière assez sensible. On voit le prix de certains métaux industriels qui sont également repliés ces derniers jours. Idem pour le prix du charbon en Chine, toujours. Hein. Donc, ça peut laisser penser que l'on a quand même, comme ça, je dirais, au niveau du sentiment et de la poussée des prix du niveau mondial, comme ça peut être en train d'arriver à un point assez haut. Alors, pourquoi dernièrement le pétrole est parti à la baisse? Alors, d'après les dernières sources qui sont sorties, ça laisse entendre que l'administration Biden est en contact avec différents gouvernements au niveau mondial pour coordonner, je dirais, ou même pour utiliser les réserves stratégiques de pétrole à destination donc d'une baisse de prix, vu que la Maison Blanche a demandé à plusieurs reprises à l'OPEP et donc bien sûr à l'OPEP+, d'augmenter ses niveaux de production pour limiter les tensions sur les prix. Et donc l'OPEP, à plusieurs reprises, a affiché une fin de non-recevoir à l'administration. Eh bien, il semblerait que l'administration américaine s'orienterait vers ce type de stratégie pour faire baisser le prix. Donc, ce n'est pas encore confirmé ni par l'administration américaine, ni par d'autres gouvernements, mais en tout cas, ça commence à produire ses effets, que ce soit sur le pétrole qui s'est un petit peu replié. Alors, ce repli un petit peu global des matières premières qui n'est pas très puissant, mais qui plafonne un petit peu, eh bien, ça peut faire flotter un peu les taux. On n'a pas vu une nouvelle grosse poussée souveraine, notamment cette semaine, le taux à 10 ans, que ce soit le taux à 10 ans français, allemand ou même américain. Bah, ces taux sont relativement stables la semaine dernière, et donc ça profiterait, je dirais, aussi au marché. On a vu on a le marché qui a fait de très belles performances la semaine dernière, de nouveaux records à nouveau en Europe, notamment sur les indices européens et sur quelques indices américains, parce que les taux qui ne montent pas, c'est une loi des conditions financières globalement favorables en toile de fond, avec toujours quand même un petit point d'interrogation sur est-ce que le marché obligataire perçoit sa juste valeur, les questions d'une normalisation monétaire dans lesquelles nous allons commencer maintenant à entrer, parce qu'il faut bien sûr quand même voir que certains chiffres, même si on parle d'une inflation qui pourrait peut-être avoir touché son pic, ces dernières semaines, les derniers chiffres en provenance d'Allemagne sont quand même assez décoiffants. Je dirais, on a des prix
à la production en Allemagne qui ont progressé de plus de 18% entre octobre 2020 et octobre 2021 sur un an, 18% de hausse des prix à la production, c'est la plus forte progression jamais observée en Allemagne sur cet indice de prix depuis 1951, donc depuis l'après-guerre. Hein, donc on est quand même sur des repères historiques qui sont quand même assez frappants. Hein, et on peut pas nier que la hausse des prix est quand même bien sûr la question, est-ce que ça va durer longtemps ou ça va s'installer aller beaucoup plus haut, je pense qu'il y a un doute. Je ne pense pas qu'on peut aller beaucoup plus haut, mais il y a quand même effectivement derrière, est-ce qu'il n'y a pas de nécessité, malgré tout pour ces banquiers centraux pour lesquels la question de l'inflation transitoire reste bien sûr le scénario central. N'y a-t-il pas qu'à la nécessité de faire bouger un peu comme les lignes en termes d'achat d'actifs, c'est qu'ils ont commencé bien sûr à faire ce mois-ci, mais de le faire peut-être de manière un peu plus forte, un peu plus agressive, sans parler bien sûr de relèvement de taux pour l'instant, mais déjà en diminuant de manière un peu plus drastique le montant de ces achats d'actifs qui, une partie de responsabilité, pas la totalité évidemment, c'est surtout les problèmes de pénurie, des problèmes d'approvisionnement qui font que les prix montent. Mais le fait d'avoir des politiques monétaires généreuses, ça peut même stimuler la demande. Et s'il y a une demande qui est forte, des besoins de consommation qui restent forts également, et donc il faut satisfaire bien sûr cette demande en la produisant, en apportant des matières premières ou autres. Hein. Et ça, par contre, ça peut aussi générer une sorte de surdemande à un moment donné qui donc entretient les embouteillages au niveau mondial, notamment, et ça, bien sûr, ça participe à l'inflation. Voilà ce qu'on peut dire déjà au niveau au niveau des questions de taux, des prix. On remarque aussi la semaine dernière, également en Chine, on a eu des bons chiffres. Ça, les chiffres en Chine sont meilleurs qu'attendus, en tout cas sur la production industrielle, sur les ventes au détail. On a également eu des chiffres quelques jours marquant d'ailleurs un rebond assez fort des exportations. Et puis on observe aussi des petites améliorations sur la partie obligataire d'entreprise en Chine, cette partie qui est d'ailleurs sous très haute surveillance avec notamment les difficultés des différents promoteurs immobiliers. On note aussi une petite détente quand même sur la partie obligataire, c'est-à-dire que l'appétit est un petit peu revenu alors que celle des obligations d'entreprise à haut rendement, c'était complètement craché au point de tomber sous les plus bas de la crise Covid, d'avoir des conditions plus bas de 2020. Eh bien, nous avons, je dirais, un niveau d'appréciation du prix des obligations qui sont un petit peu remontées. Ces obligations donc signe que le marché a plutôt bien accueilli le fait que les plus gros promoteurs, qui s'appellent notamment Evergrande, qui est procédé au dernier moment au remboursement. Donc, ça n'enlève pas le risque que, comment dirais-je, sur la chimie et ce qui est toujours présent, ce risque nous sommes quand même, pour l'instant en tout cas, depuis 2 jours sur une série de données pour la Chine sont un petit peu moins mauvaises que les précédentes. Donc ça, c'est une nouvelle plutôt satisfaisante. On a également une bonne nouvelle la semaine dernière en provenance des États-Unis, à savoir les chiffres de vente au détail qui se sont traduits devant la petite consommation du chiffre de vente au détail, qui sont ressortis bien supérieurs aux attentes et surtout qui ont tranché avec le sentiment d'aversion du consommateur. On rappelle, il y a 2 semaines de cela, on a vu le plus mauvais indice de confiance, notamment des consommateurs américains depuis plus de 10 ans, et les ventes au détail qui nous montrent que ce sont des craintes des consommateurs par rapport notamment au niveau des prix, mais que cette crainte, pour l'instant, ne se traduit pas dans la petite consommation. Ce qui est plutôt pas mal, et c'est plutôt aussi ça aussi que l'administration Biden veut limiter au maximum, je dirais, l'envolée des prix. Et quand même, la Maison Blanche n'a fait part pour l'instant, je dirais, une de ses priorités dans les prochaines semaines, qui est justement d'éviter que ces craintes des consommateurs sur les prix ne se transforment réellement en barrière d'achat, des achats reportés parce que les consommateurs jugent les prix trop hauts notamment. Donc ça, c'est une priorité bien sûr de l'administration américaine. On a également des prix qui poussent toujours au Royaume-Uni, en Angleterre. C'est ce que nous a montré notamment l'inflation la semaine dernière au Royaume-Uni, l'inflation qui poursuit, pas donc
bon, qui a dépassé donc les 4%, donc qui grimpe toujours, donc il va avoir une nécessité d'un ajustement de la part de la Banque d'Angleterre d'ici peu. Et puis ce front de l'inflation voit, notamment il y a aux États-Unis, il y a peut-être un léger inflexion dans la perception des prix. Je parle de Williams notamment, qui est un membre de la Fed, qui a cette semaine déclaré qu'il reconnaissait que la hausse de l'inflation était plus généralisée. Donc pourquoi il dit ça? Et est-ce que ça veut dire que c'est parfois l'inflation qui monte haut? Oui, l'inflation est élevée, mais qu'elle touche aussi beaucoup de catégories de produits. Pas seulement les catégories habituelles concernées par les hausses des prix, mais c'était que des hausses des prix constatées dans plusieurs domaines, et donc ça a donné une base à l'inflation, une hausse bien plus généralisée que ce qui était le cas à un moment donné. Et donc, pourquoi c'est important que Williams, notamment, est quand même perçu, qui est quand même aujourd'hui perçu comme une colombe de la Fed, c'est quelqu'un de relativement accommodant habituellement, lors notamment de ses déclarations. Bah, il n'a pas eu de discours trop agressif non plus, hein, mais ce genre de phrase a marqué quand même une certaine une inflexion, je dirais, par rapport à la perception qu'il peut voir au niveau des prix, et donc peut-être une inflexion à venir dans certaines déclarations des membres du FOMC. On suivra d'ailleurs cette semaine, hein, ça sera demain les minutes de la Fed, donc le compte rendu de la dernière réunion de la Fed qui nous en dira un peu plus sur la perception qui règne au sein du FOMC, du comité de politique monétaire de la Fed, sur les niveaux d'inflation. Alors, on a eu effectivement des bonnes stats qui sont arrivées la semaine dernière, en provenance des États-Unis d'ailleurs. Depuis 2 mois maintenant, près de 2 mois, on remarque une amélioration de l'indice notamment de surprise économique aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que l'indice de surprise économique? Eh bien, ça traduit le niveau 2 du chiffre économique publié par rapport au consensus. Et ça, effectivement, on a eu de bonnes stats, hein, notamment sur une inscription au chômage, sur par exemple les demandes continues d'allocation chômage qui retombent sous le niveau qu'on n'a pas vu depuis mars 2020, hein, depuis le début de la crise Covid, et qui montrent les situations sur l'emploi qui quasiment a normalisé en fait au niveau des demandes continues de location. Elles sont un peu supérieures à ce qu'on observait en moyenne avant le Covid, mais c'est une situation qui s'est largement améliorée. On était sur des niveaux de demande continue de location continue, je dirais, qui étaient de 7 millions à peu près avant la crise Covid. On est monté à 25 millions de la crise Covid. Donc, vous vous rendez compte un petit peu de ce qu'on a, et on est en train de retomber entre 2 millions. Donc ça, c'est une situation qui s'est nettement améliorée sur le front de l'emploi, et qui donc comme donne, je dirais, de moins en moins d'arguments à la Fed, tout simplement pour ne pas accélérer sa normalisation monétaire. Une autre bonne nouvelle, c'est le plan de relance au Japon. Le Japon va procéder à un gros plan de relance économique de plus de 480 milliards de dollars. Donc ça, c'est bien sûr une très bonne nouvelle pour la partie Asie et pour le Japon, bien sûr. Par contre, la mauvaise nouvelle en fin de semaine dernière, c'était le confinement complet en Autriche, qui a commencé à partir d'hier, qui a commencé à partir je crois que c'était dimanche, et puis le voisin allemand qui s'interroge également sur la nécessité de le faire également. Bon, le ministre de la Santé allemand indiquait que cette possibilité n'était absolument pas exclue. Alors, je voulais vous parler également d'un sujet qui est extrêmement important, ça concerne la partie macro. Il est important de soulever aujourd'hui le renforcement donc du DXY, donc de l'indice américain, qu'on verra bien sûr par la suite sur la partie technique, et la chute prédominante de la parité euro-dollar. Alors pourquoi en ce moment l'euro est en train de baisser? Alors il y a plusieurs explications, je ne vais pas trop détailler le sujet parce qu'on pourra prendre beaucoup de temps. Alors l'euro baisse en grosse partie pour des raisons, je dirais, tout à fait justifiées. D'abord d'un point de vue structurel, on va le voir par la suite, notamment sur la partie graphique. Rappelez-vous que nous avons aujourd'hui la part du dollar qui reste quand même ce qu'on appelle le benchmark, c'est-à-dire la référence sur les marchés d'échange entre 62 et 65% des réserves de change dans le monde, alors que l'euro n'est que à 20%. Donc des réserves de change, ce qui veut dire qu'il y a une demande structurelle, le dollar par rapport à l'euro.
Un autre événement qui est très important, c'est le dollar qui est aujourd'hui à 50% des transactions mondiales, malgré que, alors que je dirais, le commerce américain fait, entre guillemets, que 11% du commerce mondial. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, quand on vend un Airbus, on va le vendre en dollars. Donc là aussi, il y a une demande structurelle du dollar par rapport à l'euro. Donc voilà pourquoi aujourd'hui le dollar reste fondamentalement et structurellement plus fort que l'euro. Ça, c'est pour les données structurelles d'un point de vue financier. D'un point de vue économique maintenant, on va se rendre compte qu'effectivement, malheureusement, la part de l'euro dans le PIB mondial ne cesse de baisser. Celle des Américains également baisse, mais beaucoup moins par rapport à l'euro. Si on remonte statistiquement parlant dans les années 80, la part de la zone euro dans le PIB mondial, des bonnes années 80, alors évidemment, l'euro n'existait pas pendant cette période, mais si on prend un petit peu les pays aujourd'hui qui font la zone euro de l'Europe, c'était 22% du PIB mondial. Donc c'est quand même pas mal en parité, bien entendu. Ça s'est aujourd'hui effondré. On est maintenant, selon le FMI bien sûr, le Fonds monétaire international, on devrait passer sous les 12, voire plutôt les 11%. Bien sûr, les Américains ont également reculé, mais encore une fois, beaucoup moins que l'Europe. Donc ils ont ensuite remonté légèrement. Là, ils sont aux alentours de 16% du PIB mondial. Ça reste relativement plus haut, mais ça reste quand même assez bas. Évidemment, il y a aussi la Chine qui est passée devant, mais néanmoins, on se rend compte que le match États-Unis-zone euro reste quand même à l'avantage de l'oncle Sam. Un autre élément important, c'est bien sûr la croissance. Et là, c'est effectivement la grande divergence. Il est vrai que pendant un temps, au cours du deuxième trimestre notamment, on s'était mis à croire que la zone euro, en termes de croissance, elle pouvait rattraper celle des États-Unis. Alors, ce n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, c'est tout l'opposé qui s'adonne entre l'euro, la zone euro et effectivement l'oncle Sam. Alors, au vu de mon absence d'hier, on va bien sûr aborder un petit peu ce qui s'est passé hier, notamment sur les bourses d'Europe, qui ont également clôturé en baisse lundi, malgré l'annonce bien accueillie de la reconduction de Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine, alors que les investisseurs restent attentifs aux inquiétudes en Europe au sujet bien sûr du Covid-19. Alors l'indice industriel, notamment le Dow Jones, a gagné 0,1%, notamment soutenu par les valeurs bancaires. L'indice de référence de la finance mondiale, le S&P 500, a finalement cédé 0,3% après une accélération avant la fin de clôture et ça a redescendu aux alentours des 4682 points après avoir inscrit un nouveau record en séance. Je tiens à le rappeler. Freiné aussi par la remontée des taux obligataires, le Nasdaq, qui est riche en valeurs technologiques, s'est enfoncé dans le rouge en fin de séance pour terminer en baisse de 1,3%, soit 15 854. Alors, le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé son intention donc de nommer le président actuel, Jérôme Powell, pour un second mandat à la présidence de la Réserve fédérale, donc à la Fed, en désignant bien sûr Lael Brainard, qui était effectivement celle qui devait le succéder au poste de vice-présidente du Conseil des gouverneurs. Concernant la partie micro, il faut savoir que le directeur général de Tesla, qui a fait d'ailleurs hier en fin de clôture 1,7%, Elon Musk a indiqué hier notamment que le modèle S Plaid serait probablement disponible en Chine vers le mois de mars. Alors aujourd'hui, journée importante pour le sentiment dans les indices de sentiment de ce qu'on appelle les PMI, composite dans la zone euro, mais également au Royaume-Uni, dans tout ce qui est industrie des services et dans l'industrie manufacturielle. Donc, ça sera bien sûr à surveiller. Ce sera une information très, très importante donc, que je vous recommanderai d'ici peu, puisque là, effectivement, il est 9h20. D'ici 1h10, vous aurez effectivement la possibilité de voir ces informations. Il y aura d'autres informations importantes qu'on abordera demain. Demain, mercredi, bien sûr, ça sera une information extrêmement importante puisqu'il y aura le compte rendu, la dernière réunion de la Fed qui nous apprendra un peu plus sur l'état d'esprit de ses membres par rapport à la situation actuelle et à la situation économique et surtout inflationniste actuelle aux États-Unis.
On va démarrer sur le programme du jour, notamment au niveau des différents actifs. Aujourd'hui, ce qui sera mis en avant, c'est le DXY, donc l'US Dollar Index, l'Eurostoxx 50, le pétrole, le Brent Oil, donc celui du Royaume-Uni, et la paire de devises USD JPY. Alors, on va démarrer dans un premier temps sur le DXY, donc l'US Dollar Index. Alors, vous avez, hop, voilà. Vous avez effectivement à droite l'unité de temps mensuelle, pardon, à gauche l'unité de temps mensuelle, et à droite, vous avez l'unité de temps hebdomadaire. Donc, ça veut dire qu'à gauche, vous avez des bougies qui représentent un mois, alors que là, vous avez des bougies qui représentent une semaine. Alors, il s'est passé quelque chose d'intéressant sur l'US Dollar Index. Alors, je ne vais pas réitérer sur ce que j'ai abordé plusieurs fois, notamment sur les différentes figures chartistes. On a eu effectivement sur l'USD Dollar Index ce qu'on appelle un double bottom. Donc là, vous voyez qu'on a une forme de W, d'accord. La ligne de coup, je dirais qu'elle était ici, d'accord, qui a été effectivement soit les 38,20% des retracements de Fibonacci depuis qu'on a cassé les 94,474. On a une nouvelle accélération. Alors, je réitère, bon, je vais vous présenter un petit peu le graphique de ce qu'est un double bottom. Un double bottom, c'est ça. C'est exactement la même configuration que nous avons ici. Donc, vous voyez, hop, hop, hop. Et là, effectivement, on a la même représentation ici, cassure et accélération. Là, c'est effectivement ce qu'on appelle la neckline en anglais, c'est la ligne de coup. C'est ce que vous avez ici. Et là, en l'occurrence, on voit que ça a bien cassé. Et donc, l'objectif, c'est d'aller chercher les 61,8% à 97,727 des retracements de Fibonacci. Et vous avez également les 78,60 qui peut être là une très très forte zone de résistance. Pour l'instant, on y est loin, mais effectivement, la tendance et la dynamique actuelle confirment un peu cette tendance de fond. On voit qu'effectivement, sur de l'hebdomadaire ici, la ligne, le double bottom est effectivement bien représenté ici. La cassure a eu lieu dans la semaine du 8 novembre 2021. On pourrait avoir, je dirais ici, une stabilisation, mais pour l'instant, le marché est en train de faire quelque chose d'intéressant puisqu'il est en train de casser cette zone que je viens de vous tracer. Techniquement parlant, si on se fie par rapport à la zone d'Ichimoku, la résistance serait là. Donc là, en l'occurrence, ça serait un objectif intéressant. Donc ça serait, si on reporte un petit peu, on serait aux alentours des 97,40, ce sera le futur objectif. Là, on pourrait consolider, ça représentait donc entre les 97,40, 97,72. Donc là, c'est exactement ce que vous avez ici, dans les 97,72. Ça, c'est la zone de résistance. C'est exactement ce que vous avez à peu près ici. D'accord, donc vous avez à peu près la même chose ici. Donc les 97,40 et 97,72, c'est là où les vendeurs pourraient se mettre sur le terrain. Alors bien évidemment, attention toutefois. Pourquoi attention? Parce que effectivement là, on est suracheté en hebdomadaire. Là, le marché, le chandelier actuel, au moment où je vous parle, est en train effectivement de sortir de la bande de Bollinger. Vous voyez que là, c'est sorti. Est-ce que à la fin de cette semaine, on aura peut-être une bougie d'indécision qui pourrait effectivement nous donner donc un retracement la semaine dernière, ou est-ce que cette semaine pourrait poursuivre son ascension et aller chercher donc cette jambe de hausse, aller chercher les 97,70, qui serait effectivement un bon scénario de repli. En tout cas, techniquement parlant, généralement, quand vous avez un double bottom au niveau statistique, on a ce qu'on a à l'intérieur de ce double bottom et on reporte au-dessus pour avoir la ligne de coup. Donc, si on se fie à l'analyse graphique, on a un objectif qui est quand même assez intéressant, qui est d'aller chercher cette zone d'ailleurs au niveau de la résistance qui se aux alentours des 98-80. Donc, on a un scénario plutôt intéressant sur cet actif. Donc, la tendance de fond reste fortement haussière.
L'analyse qui a été, je crois, donnée hier sur le DXY confirmait un petit peu cette accélération pour ceux qui ont suivi cette analyse. Et d'ailleurs, les objectifs ont été atteints sur l'objectif numéro 1, l'objectif numéro 2 sur l'analyse de la séance du lundi 22 novembre. On va dorénavant parler de l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50, l'un des indices les plus utilisés en salle des marchés. On va regarder ensemble que ce soit sur une configuration hebdomadaire, mais également une configuration mensuelle. On a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant sur l'Eurostoxx 50. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est ici en hebdomadaire sur une résistance oblique. Hein, comme vous pouvez le constater, vous avez effectivement un pic ici, un autre pic là, un pic ici et un autre pic là. C'était la semaine dernière. Et effectivement, il faut s'attendre à un retracement sur le Eurostoxx 50. Il se pourrait vraisemblablement qu'on assiste là à une pause. On assiste à une pause sur les marchés européens. Ils ont effectivement performé ces derniers temps. Donc là, on a un énorme potentiel pour que l'Eurostoxx 50 commence un petit peu à respirer et donc avoir plutôt une décélération pour aller chercher cette zone que vous aviez ici, qui est une zone de support qui est quand même assez importante. C'est là où il y a eu cette cassure sur la bougie mensuelle du de mars 2021. Hein, si vous aviez tracé cette zone rectangulaire, effectivement, tout nous porte à dire qu'il y avait cette accélération depuis les 3869. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut avoir ici déjà une phase de retracement, la confirmation mensuelle, notamment sur les retracements de Fibonacci, puisque comme vous pouvez le constater, on a pris le point le plus haut ici, le point le plus bas ici, on a tracé les retracements, donc là on a le 100%, en bas nous avons le 0%, et on a effectivement, le marché est en train de bloquer sur les 127% des retracements de Fibonacci. Donc les 4311, c'est la zone de résistance qui est importante. En plus de cela, le marché est en train de nous afficher ce qu'on appelle ici une étoile filante. Une étoile filante après une accélération et que ici vous avez une sorte de petit corps avec une mèche bien prononcée au-dessus et que le corps clôture en dessous de la zone de résistance à hauteur des 127%, on peut avoir un retracement le mois suivant. Donc tout nous porte à dire que le prochain mois, on peut avoir un retracement sur l'Eurostoxx 50. En tout cas, c'est ce que nous confirme la bougie mensuelle. Sur la bougie, comment dirais-je, hebdomadaire, on a effectivement ici cette résistance oblique que je viens de vous tracer. Vous avez les supports ici. Donc le support, comment dirais-je, oblique à ce niveau-là. Nous avons ce qu'on appelle un biseau ascendant. Alors un biseau ascendant, c'est quand vous avez des variations à l'intérieur de ce biseau-là avec une première vague ici, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague. On est à la sixième vague. Donc l'objectif, c'est bien évidemment d'aller chercher d'abord, dans un premier temps, cette zone qu'on a ici, qui serait aux alentours des 4185. Ce qui fait actuellement presque 70-80 points à la baisse. Vous avez 4170, puis 4155 dans un premier temps. Et là, à ce moment-là, on pourrait avoir des acheteurs, des petits acheteurs qui pourraient prendre la main. Maintenant, si le marché casse cette zone rectangulaire que je viens de vous tracer, à ce moment-là, on pourra aller chercher là et rebondir à ce niveau-là sur ce support oblique, puisque vous avez un support là, des creux ici. Hein. Donc le prochain creux, ça serait à ce niveau-là. Voilà pour l'Eurostoxx 50. On va parler maintenant du pétrole, dont je vous en ai parlé juste avant, qui s'est un petit peu détendu ces derniers temps, notamment depuis la semaine dernière. On va regarder ensemble sur du mensuel et bien évidemment en hebdomadaire, même configuration. D'abord, on va aborder la partie mensuelle. Je vous en ai parlé à de maintes reprises sur cette bougie, sur cette configuration mensuelle où là, effectivement, vous avez eu des records, des niveaux clés. Ah, pas des records parce que bien évidemment, le pétrole est monté bien haut. Excusez-moi, hop, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, on a eu un niveau extrêmement important, notamment sur le pétrole. En 2018, on avait touché les 83-86, donc on est sur des niveaux clés, notamment sur le Brent Oil. Il est évident que la conjoncture économique actuelle
avec bien sûr ce que j'avais évoqué au début de cette introduction, notamment au niveau de l'administration Biden et ses accords avec l'OPEP. Effectivement, là, le pétrole est en train de nous afficher un retracement qui peut être assez intéressant à travailler à la baisse, notamment en faisant du VAD. Et là, pour aller chercher, si on regarde l'unité de temps hebdomadaire, on a je dirais ici, un niveau clé intéressant à laquelle le marché peut aller chercher. Soit, si on regarde un petit peu la conjoncture actuelle, c'est d'aller chercher les 77, voire les 75 et 90. Donc cette zone intéressante pourrait être travaillée voilà, sur du court terme à la baisse, donc les 78, 96. Ça pourrait être effectivement un scénario intéressant où là, on pourrait avoir des acheteurs qui pourraient se renforcer ces opérations s'ils sont à l'achat, bien évidemment. Bien sûr, dans le cas où cette zone de support n'est pas cassée, parce que si effectivement c'est cassé, alors là, on peut casser le support qui deviendra donc résistance, va effectivement faire ce qu'on appelle un pullback et corriger derrière. Pour l'instant, la dynamique reste baissière jusqu'à ce niveau clé. Ce niveau clé pourrait vous donner de nouveaux acheteurs si et seulement si la bougie hebdomadaire n'a pas cassé cette zone rectangulaire. On va maintenant parler de, pardon, pas de l'Eurostoxx, mais plutôt de l'USD-JPY. J'ai parlé du Japon juste avant, notamment avec son plan de relance de 480 milliards de dollars. Alors, on va regarder sur la bougie mensuelle et la bougie hebdomadaire. Alors, il est en train de se passer quelque chose sur l'USD-JPY. Effectivement, ici, vous avez le retracement de Fibonacci, comme vous pouvez le voir à gauche, sur les bougies mensuelles. Donc là, on est bien sûr sur la bougie actuelle. On est tout simplement sur des niveaux clés, sur des niveaux clés sur le USD-JPY, où le point le plus haut, c'était en octobre 2018. Donc on est sur la résistance des 114,55. Il est évident que si le marché casse à la fin du mois les 114,55 ici, donc vous avez ici sur les 100% des retracements de Fibonacci, donc on attend bien évidemment, on patiente à la fin du mois, il reste quelques jours avant la clôture, tout nous porte à dire que prochain objectif serait d'aller chercher les 127% des retracements, soit les 117,80. Donc là, il est en train de se passer quelque chose d'intéressant, en tout cas sur la bougie mensuelle. On va regarder ensemble la bougie hebdomadaire. Alors la bougie hebdomadaire, ce qui peut être intéressant au niveau de l'interprétation, c'est qu'on a effectivement ici, comme j'ai dû vous l'expliquer la dernière fois, on a ici ce qu'on appelle une forme de drapeau, ou plutôt oui, de drapeau, qui serait plutôt d'aller chercher par exemple ça. Hop, on a une accélération qui est en train de se mettre en place. Ça peut être. Alors, je rappelle qu'est-ce qu'un drapeau. Je vous le présente tout de suite. La configuration graphique. Un drapeau, c'est tout simplement ça, une accélération comme vous l'avez ici. Vous avez une phase de consolidation à l'intérieur d'un petit canal, c'est un peu ce que nous avons ici, et dans 87% des cas, on a une accélération par le haut. Tout nous porte à dire que si effectivement on se fie à cette configuration graphique, tout nous porte à dire que ce que nous avons ici, donc là je trace effectivement le drapeau, nous pouvons le reporter. Et ça rejoint un petit peu l'idée qu'on aille chercher les 117. Donc pour l'instant, c'est peut-être subjectif, mais effectivement, tout nous porte à dire que si le marché continue dans cette accélération, on pourrait aller chercher la zone des 117, soit les 127% des retracements de Fibonacci. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement les analyses de trading central pour la séance européenne. Donc nous sommes le mardi 23 novembre 2021. Donc je vous présente juste les analyses. Donc BMW qui peut gagner les 6,88%, donc la zone que vous avez sur la zone de résistance tant qu'on est au-dessus des 91,30. Donc ça c'est le scénario principal, c'est d'aller chercher les 98,20. Dans le cas où on casserait les 91,30, on peut aller chercher à ce moment-là un objectif à 88,80 à la baisse, soit les 87,30. Ça c'est au niveau de l'action BMW. Je vous en ai parlé au départ sur l'Eurostoxx 50. Vous avez également la même configuration sur le DAX allemand, le Germany 40 sur la plateforme
qui reste baissier. L'objectif, c'est d'aller chercher les 15 990, 15 940 tant qu'on est en dessous des 16 150. Dans le cas où le marché casserait cette zone de pivot, on peut aller chercher les 16 210, 16 260. Mais pour l'instant, la préférence, c'est d'aller chercher les niveaux de support en rouge. Troisième opportunité, c'est l'or. Alors, les métaux, avec l'accélération du dollar américain, donc du DXY, les corrélations inversées avec l'indice américain, le métal jaune, effectivement, s'oriente à la baisse. Alors, effectivement, il y a une configuration qui est quand même assez importante au niveau technique, notamment sur la partie hebdomadaire. Je vous en parlerai dans un second temps. Cette zone, notamment Ishimoku, ce qu'on appelle un plat SSB, est en train de bloquer l'accélération sur l'or. L'indice américain qui accélère en parallèle avec la conjoncture économique, pour l'instant, fait décélérer un petit peu le métal jaune. L'objectif, d'après les analystes Trading Central, c'est d'aller chercher dans un premier temps les 1791, voire les 1783, tant qu'on est en dessous des 1819. Si on casse les 1819, on peut accélérer à chercher les 1828, 1836. Et on va regarder l'USD4, l'USD4 qui est également très corrélé au yuan renminbi avec l'indice chinois, qui accélère, qui est dans une belle configuration haussière, notamment le dollar américain qui se renforce aussi, pour aller chercher les 1,2740, 1,2770, tant qu'on est au-dessus des 1,2660. Tant que les 1,2660 ne sont pas cassés, on reste aussi. À partir du moment où ça casserait ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait retracer, aller chercher les 1,2640, voire 1,2620. Au niveau du portefeuille, hier, il y a une journée plutôt négative à moins 0,21%, donc une chute à 26,61%. Au niveau de la performance 2021, on est à 189 975. Voilà pour le portefeuille. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à demain pour un prochain webinaire.